Eh bien, donc, on reste dans le sujet. On va donc pouvoir maintenant donner la parole à Écoline Tribillon, qui nous parle donc de l'avenir de l'interventionnel digestif pour une jeune chirurgienne digestive. Vous avez la parole. Bonjour, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de vous parler de l'interventionnel en chirurgie, en digestif en général, avec un regard de chirurgien de cette sous-spécialité. Ou sur-spécialité. Oui. Alors, j'en profite qu'il y avait un moment de silence. Je commence par me présenter très rapidement. Je suis donc chirurgien digestif, plus particulièrement chirurgien hépatobiliaire et pancréatique. Et j'ai été nommée interne en chirurgie en Île-de-France en 2009. Et j'ai, à la suite de mon internat, été assistante puis chef de clinique pour une durée totale de 4 ans à l'hôpital Beaujon. Et c'est en intégrant par la suite l'équipe de chirurgie digestive, oncologique et métabolique de l'Institut Mutualiste Montsouris que je me suis particulièrement orientée vers l'abord mini-invasif de ma spécialité. Je vais me permettre, pour commencer, un petit retour en arrière. On l'a déjà évoqué. La séparation entre la médecine et la chirurgie est assez claire sur le plan institutionnel depuis le Moyen-Âge, avec d'un côté donc la médecine, élevée au rang de tâche de discipline intellectuelle, et de l'autre la chirurgie restreinte aux basses tâches manuelles, jugées indignes de la médecine, et la chirurgie est longtemps exclue des études médicales. Alors que d'un point de vue intellectuel et technique, la séparation est toujours restée floue, incomplète, puisque ces deux disciplines partageaient évidemment une tradition savante commune, notamment la connaissance de l'anatomie, des maladies, etc. Alors, où en sommes-nous 800 ans plus tard? La médecine a évidemment fait d'énormes progrès, de même que la chirurgie, avec deux grandes révolutions ont été la découverte de l'asepsie et l'anesthésie. Et puis, à la frontière entre ces deux grandes institutions sont nées et se sont développées depuis une quarantaine d'années des spécialités un peu chimériques qui ont un socle très médical, mais un point commun indiscutable avec la chirurgie qui est bien sûr, on l'a déjà mentionné, le soin apporté par le geste. Les progrès techniques réalisés par la radiologie interventionnelle et l'endoscopie interventionnelle ont permis de réaliser de véritables interventions jusque-là réservées à la chirurgie, mais sans inciser la paroi abdominale et ou en franchissant volontairement la paroi du tube digestif. Un nouvel équilibre s'est donc mis en place, la chirurgie ne représentant plus qu'une option parmi d'autres au sein d'un arsenal thérapeutique interventionnel. En réalité, cette représentation-là, celle d'un équilibre parfait entre les trois spécialités interventionnelles, est assez inexacte, puisque l'équilibre est variable en digestif, en tout cas en fonction de la pathologie prise en charge. J'ai pris ici 3 exemples pour la prise en charge de la sténose biliaire bénigne. La chirurgie n'est plus réservée qu'aux échecs des traitements endoscopiques en première intention, radiologiques en deuxième intention. La prise en charge du carcinome hépatocellulaire est radiologique ou chirurgicale, avec la radiologie qui prend une place de plus en plus importante. Et le meilleur exemple de la transformation radicale de la prise en charge d'une pathologie reste, je crois, la pancréatite aiguë nécrosante, qui est devenue quasiment exclusivement interventionnelle, endoscopique ou radiologique, avec une prise en charge chirurgicale qui est désormais réservée aux formes gravissimes et donc qui est devenue anecdotique. La répartition ici est assez subjective, mais probablement pas très éloignée de la réalité. Parallèlement au progrès spectaculaire fait par la radiologie et l'endoscopie interventionnelle depuis les années 80, la chirurgie a aussi fait des progrès significatifs, notamment grâce à l'apparition et au développement de la chirurgie minimale invasive. En préservant la paroi abdominale, en diminuant la taille des cicatrices, en les éloignant du site opératoire, la cœlioscopie permet de diminuer les douleurs post-opératoires, le risque infectieux, le risque de complications pariétales, le risque d'adhérence intra-abdominale. Elle permet une diminution de la durée d'hospitalisation, une reprise plus rapide des activités et a enfin un avantage esthétique. L'avantage de la cœlioscopie a été démontré dans de nombreuses indications en chirurgie biliaire, colorectale, mais aussi en chirurgie pancréatique et hépatique, même si son développement dans cette sous-spécialité a été plus tardif. Faisant suite à la cœlioscopie, d'autres techniques de chirurgie minimale invasive ont été proposées, et notamment la chirurgie robotique, qui permettra très certainement d'élargir encore les indications de chirurgie minimale invasive aux interventions à reconstruction complexe,
notamment la duodénopancréatectomie céphalique, la chirurgie du cholangiocarcinome hilaire, etc. Je me permets de poursuivre avec 2 exemples cliniques récents pour illustrer ce que la collaboration entre spécialités chirurgicales et interventionnelles, ou enfin plutôt entre spécialités opératoires, permet. Ici, il s'agit d'un patient chez qui est découvert une tumeur de la tête du pancréas à l'occasion de l'exploration d'un ictère. L'aspect est évocateur d'un adénocarcinome, la tumeur est non métastatique, résécable d'emblée. Le scanner objective une variation anatomique de la vascularisation artérielle hépatique. Le patient a non seulement une artère hépatique moyenne, de situation habituelle, mais aussi une artère hépatique droite, qui n'est non pas du tronc cœliaque, mais de l'artère mésentérique supérieure. Cette artère vascularise le foie droit. Si l'on veut conserver cette artère, on s'expose au risque de résection R1. Si on la résèque, le risque est celui de l'ischémie biliaire et de sepsis d'origine biliaire à répétition en post-opératoire de la duodénopancréatectomie céphalique. La prise en charge de ce patient se fera donc en 3 temps. Le premier temps est endoscopique. Il permet la réalisation d'une biopsie sous écho-endoscopie et le drainage biliaire après sphinctérotomie par la mise en place d'une prothèse biliaire métallique couverte. La biopsie confirme le diagnostic d'adénocarcinome. Le drainage biliaire permet la disparition rapide de l'ictère. Le deuxième temps est radiologique. Il consiste en l'embolisation préopératoire de l'artère hépatique droite. Cette embolisation permet le développement des collatéralités artérielles au niveau de la plaque hilaire. Le troisième temps est chirurgical. Il consiste donc en l'exérèse de la tumeur par duodénopancréatectomie céphalique. Cette résection emportant donc l'artère hépatique droite embolisée au préalable. Cet exemple illustre une situation assez classique et simple, où les rôles des uns et des autres sont clairs, bien définis, parfaitement complémentaires, à part un travail de coordination des différents spécialistes, afin que l'emploi du temps soit optimal. Il ne nécessite pas tellement de discussion. Le deuxième exemple illustre à mon sens une notion un tout petit peu différente. Il s'agit d'un patient de 82 ans, en excellent état général, chez qui est diagnostiqué un cancer du côlon droit avec des métastases hépatiques synchrones. Il reçoit 6 cures de chimiothérapie par Folfox avant tout traitement chirurgical. Je vous présente ici le scanner qui est réalisé après 6 cures. On identifie 3 lésions, 2 du lobe gauche et une lésion plus postérieure et plus haut située du segment 7. Ces 3 lésions sont résécables sous célioscopie, mais au prix d'une réinstallation complète du patient en cours d'intervention. En effet, les 2 lésions du lobe gauche peuvent être atteintes en décubitus dorsal, mais la 3e lésion intéresse l'un des segments les plus difficiles d'accès en chirurgie célioscopique et exige un décubitus latéral. Ces 2 installations et l'allongement du temps d'intervention significatif qui en découle sont loin d'être négligeables à 82 ans, et c'est une alternative jugée moins invasive qui est proposée. La conjonction de la résection chirurgicale des 2 lésions du lobe gauche sous célioscopie et 1 semaine plus tard, de l'ablation percutanée par micro-ondes de la lésion du segment 7 par les radiologues sous contrôle scanographique. Ce qui est un peu différent donc de la situation clinique précédente, c'est que j'aurais très bien pu aussi réséquer cette lésion du segment 7, mais que ce n'est pas la solution qui a été retenue, parce que ce n'était pas ce qui était le mieux pour le malade. Quel est l'avenir de l'articulation de nos 3 spécialités ? Je n'ai pas beaucoup de prétention à prédire quoi que ce soit, et puis on a pas mal évoqué tous ces sujets déjà. Mais effectivement, la réflexion sur les modules de formation communs aux chirurgiens, aux endoscopistes et aux radiologues interventionnels me semble une évolution probable et souhaitable, alors que les formations sont encore aujourd'hui malheureusement très cloisonnées. Les discussions de dossiers complexes, on l'a évoqué aussi, même en dehors des pathologies cancérologiques, pourraient se faire à l'occasion de réunions de pluridisciplinaires formalisées, qui existent déjà dans certains établissements, alors qu'on est encore aujourd'hui dans un système qui est parfois un peu artisanal, où on discute d'un dossier d'un patient dans le couloir, où on se passe un coup de fil, et qui est très dépendant de l'entente entre les différentes spécialités. Et enfin, les lieux d'exercice, qu'il s'agisse des unités d'hospitalisation ou du bloc opératoire, évolueront sans doute vers des structures plus hybrides, multidisciplinaires et évolutives. Une chose est absolument certaine, notre dépendance à la technologie ne fait qu'augmenter. En chirurgie, alors qu'on peut faire une hépatectomie droite par laparotomie avec une bipolaire, un échographe et une bobine de fil, je caricature un peu mais à peine,
les salles de bloc sont devenues bien étroites pour la cœlioscopie. Alors, je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt, parce que je vais citer des marques. Donc, sont devenues bien étroites pour la cœlioscopie et sa colonne, son CUSA, son Thunderbit, son échographe, une table avec des clips de différentes tailles, des pinces d'agrafage, etc. Et que dire du robot? Quelles sont les perspectives de progrès technologiques qu'on peut imaginer, en chirurgie en tout cas? La miniaturisation des instruments, sans aucun doute. On peut imaginer assez facilement un robot miniature largable, l'évolution des énergies ensuite. Et puis surtout, c'est une évolution qui est très souhaitée en chirurgie hépatique notamment, le développement des logiciels de reconstruction 3D qui existent, mais qui sont d'utilisation encore laborieuse, avec une utilisation qui pourrait être grandement facilitée par l'intelligence artificielle, avec comme application pratique non seulement une planification préopératoire facilitée du geste à réaliser, mais surtout, à l'image de l'échographie de fusion utilisée en radiologie interventionnelle, la fusion de la reconstruction 3D avec les images visualisées en paire opératoire, permettant un geste chirurgical encore plus précis, encore plus optimal et des risques opératoires réduits. Je terminerai de cette façon. En haut figure une capture d'écran du logiciel de codage des actes au bloc de Montsouris. Je me suis étonnée du fait que la voie d'abord cœlioscopique n'apportait pas de valorisation à l'acte auprès du chef de département du DIM, qui me répond que les ESPIC, comme l'hôpital public, sont rémunérés selon le système de GHM, donc de groupe homogène de malades, et non à l'acte, comme c'est le cas dans le privé à but lucratif. Et donc, pour mémoire, le groupe homogène de malades correspond donc à un diagnostic qui est modulé selon 4 niveaux de sévérité qui correspondent à des comorbidités, aux comorbidités des patients ou aux complications qui sont liées au diagnostic ou à l'intervention réalisée. Et ce GHM ne tient pas compte de la voie d'abord, ce qui pose bien évidemment la question du financement de l'innovation technologique et de son application dans nos structures de soins. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les cloisons, c'est pas bon. C'est comme les dogmes. Et les portes, c'est fait pour être ouvert. C'est vrai qu'on ne comprend pas comment il se ferait que les chirurgiens digestifs, en particulier, qui utilisent quotidiennement des robots quand même assez complexes avec de multiples bras, ne pourraient pas utiliser un outil aussi simple qu'un fibroscope s'ils en ont besoin pour la bonne continuation de leur intervention. Et ça me permet de revenir, si vous le permettez, comme on l'avait annoncé sur la discussion de la formation et des propositions, des constats d'abord, et puis des propositions faites par Francis Michaud, qui étaient de dire que s'il devait y avoir une formation des chirurgiens digestifs, elle ne pouvait pas concerner l'endoscopie diagnostique. Alors, pour l'urologue que je suis, c'est extrêmement choquant parce que quand même, au moment où on intervient, on a besoin au minimum d'une confirmation diagnostique, donc des compétences pour le faire. Alors, j'aurais personnellement une proposition, c'est de dire qu'on limite cette formation à l'endoscopie de dépistage. Enfin, on n'ouvre pas cette formation à l'endoscopie de dépistage parce que celle-là existe. Elle existe en très grand nombre. Elle occupe énormément l'activité des gastro-entérologues aujourd'hui qui le font très bien. Effectivement, ce n'est probablement pas la place, sauf peut-être dans certains lieux où il y a des manques de ressources humaines spécifiques, la place d'un chirurgien dans l'endoscopie de dépistage. Mais l'endoscopie diagnostique, personnellement, je trouve que d'un point de vue sémantique, le terme n'est peut-être pas très bien choisi. Donc ça, c'est pour la formation, puisqu'on avait dit qu'on reviendrait un petit peu sur la notion de formation, mais qui vous concerne en tant que jeune chirurgien ou chirurgienne. Je vous laisse choisir le terme, vous avez employé les deux. Non, juste sur la question que tu poses, ça c'est un problème purement syndical. Hein. Ils ont dit qu'ils ne feraient pas de diagnostic parce que les gastro-entérologues ne souhaitent pas que les chirurgiens fassent des endoscopies. C'est un problème comme ça. Non, mais je pense qu'il faut leur dire. Il est évident que quand on fait de la thérapeutique, il faut connaître le diagnostic. Sinon, c'est un peu ennuyeux. Donc, c'est vrai que sur le plan théorique, il faut dire les choses. Francis peut intervenir sur ce point, puisque j'ai un petit peu remis en question une de ces propositions. Francis, un commentaire? Oui, merci Pascal, mais ce n'était pas une proposition, c'était le constat de la construction de l'option d'endoscopie chirurgicale dans cette option n'est pas envisagé l'apprentissage de l'endoscopie diagnostique. À laquelle les hépatogastro-entérologues sont très attachés. Donc, c'était à la fois une mesure un peu... empêcher un médecin de faire un diagnostic. Non, mais ça pourrait être remplacé par l'engagement de faire une d'endoscopie diagnostique. Ça, c'est autre chose. Tu as raison, mais oui, c'est juste. Ça me paraît effectivement plus pertinent de mettre de dépistage, mais c'était aussi
comment on va dire, un peu, pour être un peu consensuel, voilà. Oui, mais je crois que c'est important, cette distinction, parce que finalement, c'est peut-être là que se situe en réalité le conflit. Si conflit il doit y avoir. Alors, Hubert Joannet. Oui, je voudrais vous poser d'abord bravo pour votre communication, parce que c'est vraiment la chirurgie et la médecine telle qu'il faut la concevoir maintenant. Donc, vous avez fait toute votre formation. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bon, ce serait bien que je puisse me former en endoscopie? Et si oui, comment ça s'est passé? Et la deuxième question, c'est que finalement, vous avez su saisir une opportunité de travailler dans un plateau technique où manifestement, vous avez toute l'offre de soins. Alors, pour répondre à la première question, non, je ne me suis jamais posé la question de me former à l'endoscopie ou à la radiologie interventionnelle, hein, parce qu'en chirurgie hépatobiliaire, on est extrêmement dépendant des radiologues interventionnels. Mais je me suis probablement pas posé cette question parce que j'ai toujours travaillé dans des établissements où il y a une relation entre les différentes spécialités opératoires qui était excellente, avec l'occasion très régulièrement de discuter entre nous et surtout voilà, le souci du malade qui est au centre des préoccupations et de prendre la meilleure décision pour le malade. Et la deuxième question... Alors, on va venir à la deuxième question. Sur cette première question, on comprend très bien que vous êtes ici actuellement à Montsouris, qui est un établissement où il y a un très haut niveau de ressources humaines, quelles que soient les disciplines, particulièrement dans la discipline digestive, et une organisation déjà bien établie. Mais peut-être que la question d'Hubert évoquait aussi certains lieux que l'on peut trouver, que ce soit dans la région parisienne ou en province profonde, où il n'y a pas ces ressources humaines, alors que les besoins sont les mêmes. Oui. Les besoins médicaux sont les mêmes. C'est ça le sens de ta question. Je ne suis pas en train de dire que je pense que ça ne sert à rien. Simplement, je ne me suis pas posé la question. Mais... Alors, les chirurgiens, je pense qu'aucun chirurgien ne veut prendre le travail des gastro-entérologues. En revanche, il y a très probablement, effectivement, certains gestes précis en fonction des différentes sous-spécialités pour lesquelles les chirurgiens auraient un intérêt à avoir une formation très spécifique. En chirurgie œsogastrique, pour aller repérer la hauteur de la tumeur, en chirurgie colorectale, pour parfois faire une rectosigmoïdoscopie pour savoir où couper, en chirurgie hépatobiliaire, pour faire de la cholangioscopie ou de la... Enfin, voilà, pour savoir, dans certaines situations, ou même voilà, la destruction péropératoire par radiofréquence ou micro-ondes, ça nous arrive aussi d'en faire. Je pense que effectivement, ça peut avoir un intérêt. Et en post-opératoire, comme ça vient d'être signalé, pareil, éventuellement, pour surveiller une anastomose ou diagnostiquer précisément une anomalie éventuelle sur une complication, c'est utile. Et la deuxième question, Hubert, c'est... Justement, en fait, ma deuxième, c'était que vous avez su saisir cette opportunité qui est une situation professionnelle que je pense beaucoup de collègues vous envient, parce que vous avez un plateau technique complet, et donc c'était pas une question, c'était le fait que vous avez réussi, si j'ose dire. Est-ce que... Alors, il y a plusieurs questions. Oui, pardon. Deux petits commentaires. Mes collègues qui font de la chirurgie bariatrique, par exemple, sont très désireux de pouvoir contrôler ce qu'ils font en bariatrique, de pouvoir faire des sleeves endoscopiques, etc. Et eux, ils rentrent dans les protocoles d'endoscopie chirurgicale, se former, etc. Ça, c'est assez facile. Mais tous mes collègues qui veulent apprendre l'endoscopie parce qu'ils pensent qu'ils en ont besoin, ils se coupent tout le recrutement de leurs collègues gastro-entérologues. Ça, on a toujours entendu ça. Et le seul exemple que je connaisse, moi, de chirurgien qui a été autorisé à apprendre l'endoscopie et à trouver un centre pour se former, c'est mon collègue qui travaille à Saint-Pierre-et-Miquelon, que j'ai eu la chance de remplacer pendant 1 mois. Il n'y a donc pas de gastro-entérologue sur place. Et donc, dans ces conditions-là, des amis gastro-entérologues, il n'y a pas beaucoup de concurrence, étaient d'accord pour le former à l'endoscopie diagnostique et peut-être thérapeutique, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de concurrence à ce moment-là. Mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, ce qu'on appelle nécessité fait loi. Mais, voilà. Je me permets d'insister sur un point. Quand on regarde le journal officiel, dans le journal officiel, l'information
en endoscopie des chirurgiens digestifs est obligatoire. Ça fait partie du cahier des charges. Donc, normalement, ça ne se discute même pas. C'est quelque chose de légal. Nécessité fait loi, c'est bien. Donc la loi existe, ce que tu viens de préciser. Alors il y a Christian Espagno. À distance, nous avons Jacques Meurette aussi qui a levé la main. Donc Christian, puis Jacques Meurette. Oui, juste une petite remarque technique concernant votre dernière slide, qui est un petit peu en dehors du sujet dont on discute actuellement. Il n'y a pas de favoritisme sur le plan tarifaire pour les établissements privés. C'est simplement un mode d'organisation de la rémunération qui est différente. Dans les cliniques, les médecins sont libéraux, ils sont donc payés à l'acte avec effectivement un codage de leurs actes CCAM, mais ensuite la rémunération de l'établissement par des GHM est obéit aux mêmes règles dans les hôpitaux publics et privés. La seule différence, c'est que les GHM sont bien sûr moins importants dans les hôpitaux privés, puisque les honoraires des médecins sont déduits, alors que les hôpitaux publics ont en charge la rémunération des médecins. Oui, pour ce qui est du différentiel entre la parotomie et cœlioscopie, je vous rassure, on a pu constater malheureusement qu'en urologie, alors qu'on a apporté beaucoup d'économies, si on peut dire, en termes de durée d'hospitalisation, de diminution des complications, le différentiel était on peut le qualifier de ridicule vu l'investissement. Et deuxièmement, il n'y a pas de valorisation supplémentaire pour le robot actuellement. Non, ce qu'on peut remarquer, ce qui est juste dans ce qui avait été posé comme question, en plus de la réponse de Christian, c'est que le problème des GHM pour les établissements, là on ne parle pas de la rémunération de l'individu, mais pour l'établissement, les GHM sont très souvent des GHM qu'on dit à 2 ou 3 boss, parce que ça mélange des choses qui ne sont pas aussi homogènes qu'on le pense, et que deuxièmement, un des problèmes, c'est que la revalorisation des GHM est très en retard en termes de délai par rapport à l'innovation, et que tout un tas, notamment de ce qui est les guidages ou les aides numériques, ne sont pas pris du tout en compte actuellement. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de résoudre. Jacques Meurette, à distance. Oui, en ce qui concerne les actes anorectaux, là, on est en train de revoir avec le HN les actes digestifs, notamment les actes anorectaux. Pour les actes anorectaux, il est intéressant de remarquer que 60% sont réalisés par des chirurgiens et 40%, ce qui n'est pas négligeable, par des gastro-entérologues. Il y a donc eu une évolution avec la création d'une société de coloproctologie qui comprend à la fois des chirurgiens et des gastro-entérologues. Et progressivement, finalement, alors que c'était des actes comme par voie basse qui ne réclamaient pas l'endoscopie, petit à petit, l'évolution se fait avec les gastro-entérologues qui désirent augmenter un petit peu leur pratique chirurgicale et à l'inverse, le chirurgien qui voudrait augmenter leur pratique endoscopique. À titre d'exemple, il y a pour les tumeurs du haut rectum des techniques maintenant qu'on appelle des techniques de vidéochirurgie où les chirurgiens pourraient par voie, avec l'aide d'un trocar de Célio, un monotrocar mis par voie transanale, opérer donc ces lésions endorectales, alors qui avant donc nécessitaient obligatoirement une voie haute. Petit à petit, et l'évolution se fait, et je pense, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a certains CHU en France où, dans les services de chirurgie, on accueille des internes de gastro-entérologie, et à l'inverse, dans certains services de gastro-entérologie, on accueille et d'endoscopie, pour étudier l'endoscopie, on accueille des chirurgiens. Je pense que l'évolution doit se faire de cette manière. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a un commentaire? Merci beaucoup et bravo pour les interventions, Michel-Henri Delcroix. Moi, je voudrais poser la question de la gestion des complications et du risque médico-chirurgical. Comment tous ces progrès-là gèrent les complications, et notamment la complication la plus habituelle, c'est la péritonite post-opératoire. Et comment tous ces progrès peuvent intégrer la gestion de ce risque. Et le problème de la péritonite post-opératoire, c'est le diagnostic, qui reste un diagnostic clinique le plus souvent. Et dès qu'il y a un retard
pour le diagnostic de la complication, c'est à ce moment-là qu'arrivent les problèmes, les chocs septiques, etc. Vous voulez dire la péritonite post-opératoire d'un acte endoscopique? Voilà. Ah oui, d'accord. Vous avez un commentaire ou une réponse à donner? On avait Et discuté, François Richard, après, oui. on en avait discuté au moment de la session de l'Académie de médecine. Oui, c'est un peu c'est ce qui est un peu, comment dire, un peu paradoxal, c'est qu'au final, avant que, alors il y a les endoscopistes et puis les radiologues interventionnels qui parfois sont amenés à prendre en charge nos complications, et puis parfois c'est l'inverse. Ouais. C'est ce qu'on a connu, ce que j'évoquais tout à l'heure, lors du développement de l'endoradiologie. On avait des complications à gérer, et encore une fois, il faut que l'équipe soit prête et installée. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Non, en fait, le problème, on parle toujours de ça. Le problème, c'est au moment de l'innovation et de l'installation de nouvelles techniques dans un service où là, il faut faire attention. Mais dans les services où, par exemple, la celluliochirurgie ou en urologie, on a beaucoup de techniques par voie transpariétale ou endocavitaire. Maintenant, il n'y a plus de... les transformations de reprise de cellio en voie ouverte, moi, dans mon ancien service, il n'y en a pas eu depuis je ne sais pas combien d'années. Ça n'existe plus. Et de même, en endoscopie digestive ou en chirurgie, en cardiologie, c'est devenu d'une sécurité très, très importante. Ponctuellement, ça peut arriver. Mais ce problème-là, des complications, c'est surtout au moment où un service se met à faire ces techniques-là, où là, il faut s'organiser. Mais les péritonites post-endoscopie, même diagnostic ou de dépistage, vu le très grand nombre de ces actes tous les jours, c'est rarissime, mais ça existe. Et il faut que dans l'environnement de l'endoscopiste, que les choses soient organisées. Et s'il n'y a pas d'autres commentaires, il nous reste à vous remercier pour votre très bonne intervention, très claire. Merci.